Bienvenue à vous toutes et tous à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Je me présente, Frédéric Bouchard. J'ai le privilège d'être doyen de cette faculté et surtout de vous offrir une soirée comme l'échange que nous aurons ce soir. Donc, l'événement, cette série de discussions à laquelle cette discussion participe, s'appelle « Au carrefour des savoirs », qui a pour objectif de faire dialoguer sur une thématique d'actualité des professeurs avec parfois des diplômés ou des personnalités publiques qui viennent de différents horizons. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir parmi nous des expertes et experts qui discuteront de la campagne électorale actuellement en cours chez nos voisins du Sud. Nous sommes très fiers d'avoir ce soir un panel avec des expertises très variées, l'identité même de notre faculté étant avant tout de susciter ces échanges à travers les disciplines. Laissez-moi d'abord vous présenter Manon Globinski, journaliste qui a fait toute sa carrière à Radio-Canada où elle travaille depuis 1986. Elle a fait de nombreux reportages internationaux. Comme correspondante à l'étranger, Mme Globinski a passé 10 ans au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis. Et je le mentionne, pardonnez la parenthèse groupie, mais je disais à ma collègue Sophie Archambault que lorsque j'entends la voix de Manon Globinski, je le sais que les mots qui suivront sont le plus proches de la vérité que le journaliste peut nous offrir. Et donc, je suis ravi qu'elle ait accepté cette invitation. Bienvenue parmi nous, Mme Globinski. Parmi nos professeurs de la faculté qui sont avec nous ce soir, des personnes qui ont aussi un accès privilégié à la vérité ou sinon au moins à la compréhension, laissez-moi d'abord vous présenter notre collègue Solange Lefebvre. Solange Lefebvre, professeure titulaire à l'Institut d'études religieuses, dirige le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université. Elle est également titulaire de la chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse et co-titulaire de la chaire France-Québec sur la liberté d'expression. Ses recherches portent sur la sécularisation et la laïcité, la sécularité chrétienne, les nouveaux défis que la diversité religieuse pose aux États, les accommodements raisonnables, le christianisme, la radicalisation, ainsi que sur les jeunes et les rapports de génération. Merci d'être avec nous ce soir, Solange. À ses côtés se trouve Pierre Martin. Pierre est professeur titulaire au département de sciences politiques. Il est aussi membre du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM. Ses travaux et enseignements portent notamment sur la politique aux États-Unis, l'économie politique internationale, l'analyse de l'opinion publique et les méthodes de recherche en sciences politiques. Il est également chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Merci d'être avec nous ce soir, Pierre. Ensuite, nous accueillons Jorge Pandaleon, professeur agrégé au département d'anthropologie. Il est aussi chercheur associé au Centre d'études et de recherche internationale, CERIUM. Il a co-dirigé la chaire d'études sur les Amériques et est co-directeur de la chaire d'études sur le Mexique contemporain. Ses recherches portent sur les immobilités et mobilités, sur les migrations contemporaines dans les Amériques et aussi sur les dynamiques socioculturelles générées par des populations d'origine latino-américaine en Amérique du Nord, ainsi que sur la socio-anthropologie des pratiques et des représentations économiques contemporaines. Merci, Jorge. Et enfin, bon, tout le monde la connaît. Je vois plusieurs visages ici qui ont participé à d'autres événements de ce genre, donc vous connaissez l'animatrice ce soir. C'est mon plaisir toutefois de la présenter. Chantal Srivastava a accepté encore une fois d'animer cet échange. Au fil d'un parcours de plus de 30 ans dans le domaine des médias, Chantal est connue notamment à titre de journaliste reporter nationale à l'émission Les Années-Lumière, à laquelle elle a participé ces 25 dernières années. Elle a récemment pris sa retraite, ou préfère-t-on dire sa retraite, comme reporter national de Radio-Canada, où elle continuera néanmoins d'intervenir pour analyser et commenter l'actualité scientifique. Merci d'offrir cet éclairage sur la contribution du savoir pour la société. C'est toujours très apprécié. Nous sommes très de l'accueillir, et ça, vous l'avez peut-être vu passer. Donc oui, elle a pris sa retraite de Radio-Canada, en fait, sa retraite de Radio-Canada, mais elle a accepté, en fait, de nous aider en tant que journaliste scientifique invitée à la Faculté des arts et des sciences pour la prochaine année, où elle nous aidera pour diverses initiatives de mobilisation de connaissances. Ce soir, elle agira à titre d'animatrice. Merci beaucoup, Chantal.
Nous sommes vraiment choyés de vous avoir avec nous ce soir pour cette discussion qui promet d'être pertinente. Et comme toujours, il y a une période de questions et commentaires suite à l'échange. Et vous voyez des micros ici auxquels vous pourrez vous présenter après cet échange. Mais surtout, je vous remercie. Votre curiosité, certains m'ont déjà entendu le dire, mais je veux le réitérer. Votre simple acte de curiosité est un acte de citoyenneté. Il y a beaucoup de bruit autour des élections américaines, mais d'avoir une compréhension posée des transformations de société qui ont un impact sur nous, quel qu'en soit le résultat, c'est très précieux pour une citoyenneté éclairée et je vous remercie vivement d'y participer par votre curiosité et par votre engagement au quotidien. Merci beaucoup et bon événement. Merci. Bien, bienvenue tout le monde. Alors, je prends le relais puis je remercie Frédéric Bouchard pour la confiance. C'est vraiment un privilège puis un honneur d'être ici. Je me sens un peu comme une gamine dans un magasin de bonbons. J'adore poser des questions. Et là, je n'ai pas besoin de courir. Les invités, ils sont là devant moi. Ils sont assis et ils sont ici pour 1h30. Alors, durant la première petite heure, on va ensemble discuter. Je me charge de modérer la discussion, de cerner certains des thèmes dont je vais vous parler. Puis Frédéric Bouchard l'évoquait, vous êtes invités à formuler des questions à nos panélistes. On aime évidemment que les questions soient courtes, qu'on limite les commentaires pour pouvoir multiplier le nombre d'intervenants qu'on peut accueillir. Puis je vous signale aussi que la rencontre est filmée. Donc, si vous prenez place au micro, ça veut dire que vous êtes enregistré. C'est filmé pour une diffusion ultérieure sur le site des Carrefours du Savoir, sur le site de la Faculté Arts et Sciences. Et donc, je vous demanderai aussi, précaution d'usage, de baisser vos sonneries de téléphone cellulaire, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Puis sans plus tarder, Frédéric l'évoquait, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha au sujet de cette campagne électorale et de ces élections américaines. Les Américains iront aux urnes dans 3 semaines, jour pour jour. Et on pourrait parler de tout ça durant des heures et des heures, mais compte tenu de la qualité et de la spécificité et des qualifications des intervenants qui sont ici présents ce soir, on a choisi de cibler, puis je dis on, c'est les gens de l'équipe des communications qui travaillent vraiment très fort pour monter ce type de panel-là, qui ont ciblé certains axes de discussion. On pourra peut-être déborder un peu dans la période des questions, mais entre nous 4 ici, entre nous 5, ce dont on a convenu, c'est qu'on allait parler des éléments suivants. Essayer de se pencher un peu pour comprendre un peu mieux quels sont les rôles des groupes d'influence en politique aux États-Unis. Et vu les particularités des qualifications académiques qu'on a ici ce soir, on va évidemment parler des groupes religieux puis des minorités latino-américaines qui sont en train de devenir majoritaires peut-être dans certains cas. Également, quelle est l'importance des thématiques justement comme l'immigration et la religion dans le débat politique, dans le discours public? Quels sont aussi les grands facteurs qui vont finalement, au bout du compte, avoir un impact sur les résultats du vote? Quand on met ce genre de lunettes-là avec celles que nos experts ont ici ce soir et qu'on regarde, donc quel genre d'impact ces grands facteurs auront sur les résultats du vote et comment les candidats adaptent-ils leur campagne auprès des différents groupes de la population américaine? Alors, c'est ce qu'on va essayer de cerner comme enjeu ce soir, mais maintenant, j'aimerais qu'on les entende. Puis moi, la question que je me pose toujours quand on les invite, les panélistes experts, puis qu'ils acceptent, la première chose que j'ai envie de leur demander, c'est pourquoi vous avez eu envie de participer à cette soirée-là, à cette discussion-là? Qui a envie de commencer entre vous? Solange, je me tourne vers vous. Pourquoi ce soir... Elle a trouvé une volontaire. Ben oui. Oui. Alors, je vais quand même déjà aborder l'enjeu, là. Frédéric Bouchard l'a dit tout à l'heure, je suis une experte du religieux contemporain et je travaille dans une perspective comparative. Et évidemment, le cas états-unien sur le religieux, c'est un cas qui intéresse le monde entier, comme sur d'autres questions, parce qu'ils ont, si on compare au Canada, une actualité où le religieux est très explicite, hein, il n'est pas tabou, comme il peut l'être au Canada, notamment en politique, hein, c'est plus discret. Et puis, leurs médias couvrent le religieux. On va parler tout à l'heure de ressources. Il y a beaucoup de ressources qui nous permettent de réfléchir sur ces questions-là, qui sont autant critiques qu'analytiques. Et puis, vous parliez de bonbons, Chantal, mais pour une chercheuse du contemporain, c'est vraiment du bonbon, les États-Unis, parce qu'il y a plein de ressources. Alors, pensez-y.
Il y a actuellement un président démocrate, Joe Biden, qui est catholique progressiste, n'est-ce pas, d'origine irlandaise. Il y a un aspirant républicain qui serait vice-président, David Vance, J.D. Vance, qui est un catholique converti plus conservateur que Joe Biden. Il y a, et son épouse est hindoue. Elle pratique avec lui le catholicisme, mais elle ne se convertit pas au catholicisme. Madame Harris, qui est aspirante à la présidence, est elle-même baptiste. Elle est née d'une mère hindoue, elle a pratiqué l'hindouisme, mais elle a joint finalement l'Église de son père, une Église baptiste très libérale, très proche et militante des droits civils. Son mari est juif et, comme ses enfants, pratique le judaïsme. Et puis, le petit dernier qu'on connaît moins, Tim Walz, aurait été éduqué dans le catholicisme, mais aurait joint finalement une Église luthérienne très, très libérale. Donc, et puis Donald Trump, on le dit pas très religieux, mais moi, j'ai le goût de vous dire que c'est un average guy. C'est-à-dire qu'il a été éduqué presbytérien, mais il n'est pas très pratiquant. Il y a pas mal de Canadiens comme ça. C'est un affilié moyen non pratiquant par opportunisme qui se dit Christian depuis quelques années pour se rapprocher un peu de la sensibilité Donc, je comprends que c'est un beau évangélique. magasin de bonbons pour vous aussi, Solange. Là. On a un pays, in God we trust, plusieurs. Donc, c'est ça. Bien, regardez, juste les 4 grands candidats ont tout un univers complexe religieux qui est explicite, qui est rendu explicite par les médias, et on va sûrement y revenir ce soir. Donc, pour vous, c'est un enjeu extrêmement important. Manon, donc, pourquoi ici ce soir avec nous? On est très chanceux. Est-ce que vous rentrez d'un grand périple, entre autres, au Moyen-Orient? Oui, vous allez m'excuser si le décalage fait son œuvre. Voilà, exact. Mais enfin, donc, tout va bien. Les élections américaines me fascinent, donc c'est sûr que le sujet, au départ, m'interpellait. L'idée de parler des groupes d'influence est très intéressant. Et le temps où j'étais correspondante aux États-Unis, c'était donc le 2e mandat, dans le fond, de Barack Obama, 2012. Toujours intéressant de voir comment les différents groupes réussissent ou essaient d'influencer les résultats électoraux. Parce que c'est le système électoral américain qu'il faut bien comprendre. Il faut comprendre l'importance de l'argent et donc des gens qui cherchent à influencer dans le système électoral américain. Aux États-Unis, on est en élection à tous les 2 ans. Si tu es représentant, tu te fais élire, tu penses à ta campagne électorale la journée d'après. Qui va voter pour moi? Qui va me donner de l'argent? Alors, les groupes d'influence ont énormément de poids à cause de ça. C'est sûr qu'au Sénat, c'est un peu moins, c'est des mandats de 6 ans, donc c'est juste le tiers du Sénat qui est renouvelé à tous les 2 ans, mais quand même, c'est très, très, très important. Et ces élections-ci seront, comme les dernières élections présidentielles, les élections pour lesquelles on aura dépensé le plus. On est autour de 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars. De dollars américains. Donc, si on convertit, nous, c'est pas loin de... En 2024. Ouais. Ça donne... c'est un peu le même montant qui a été dépensé en 2020, mais si on l'actualise en dollars de 2024, c'est 18 milliards qui a été dépensé en 2020. Entre Joe Biden et Donald Trump. Les groupes d'influence ont un bel océan où naviguer. Exactement. Pierre Martin, vous, pourquoi avez-vous accepté l'invitation? Alors, pourquoi j'ai accepté l'invitation? Je pourrais dire parce que je suis un bon citoyen de la communauté universitaire. Et quand on me demande, je ne résiste pas trop. Donc, en fait, j'ai accepté un peu à la dernière minute parce que la personne qui avait d'abord été invitée et qui, je pense, aurait été vraiment très intéressante, c'est ma collègue Catherine Ouellet. Je veux dire quelques mots à son sujet, de dire qu'elle a, entre autres, conçu une application qui permet de, on pourrait dire, deviner ou en tout cas d'expliquer certains choix politiques ou les choix partisans aux États-Unis comme chez nous à partir de caractéristiques complètement en dehors de la politique, qui sont des caractéristiques plus culturelles. Et ça nous aurait permis
je vais essayer d'en parler un peu aussi, mais de comprendre vraiment comment les divisions politiques aux États-Unis sont intimement liées aux divisions culturelles et aux divisions ethno-raciales. Donc, oui, j'ai accepté, entre autres, parce que je suis professeur au département de sciences politiques et depuis une vingtaine d'années, mes enseignements portent en majorité sur les États-Unis. Donc, j'enseigne le cours de formation sur les États-Unis. J'ai reconnu quelques-uns ici là, qui ont déjà subi ce cours-là et j'espère que ça les a pas trop affectés. Donc, je suis très attentivement à la campagne aussi parce que je suis chroniqueur hebdomadaire au Journal de Montréal. Donc, à chaque semaine, j'écris des articles pour mettre en lumière certains aspects de la campagne. Je le fais aussi parfois en prenant position. Je ne vais pas nécessairement je vais peut-être être un petit peu moins... Analyse et commentaires, je suis plus le professeur et moins le chroniqueur ce soir. Ce qui est intéressant souvent avec la science politique par rapport à un événement comme celui-là, on a devant nous un spectacle et on est tenté de le couvrir par ses aspects dramatiques, on a une campagne où il y a des rebondissements presque chaque jour, il y a des choses qui se passent, on est un peu sur le bout de notre siège, on suit ça comme une espèce de suspense et de l'action. Une télé-réalité, quand même. Mais le politologue en moi me dit, il y a des facteurs structurels, il y a des facteurs de fond, il y a des facteurs économiques, entre autres, qui sont, je vais juste vous le confier entre vous et moi, là, c'est un peu plat. C'est pas particulièrement excitant ou quoi que ce soit, mais c'est ça qui détermine le gros de la campagne. Cette campagne-là, elle est particulière de par son aspect à la fois extraordinairement serré, compétitif et l'apparente immobilité de l'électorat. L'électorat ne bouge pas. C'est vraiment quelque chose qui est très différent de campagnes qu'on a vues dans le passé où l'électorat semblait suivre les rebondissements de la campagne. On va voir tout à l'heure que, les considérations structurelles sont très importantes et pourraient devenir encore importantes pour voir du changement d'ici à la fin de la campagne. Il reste 3 semaines. Puis voir toujours en politique, une semaine, c'est une éternité, donc il reste 3 éternités. Puis on va aussi profiter de votre présence à tous les 4 pour voir de tout ce qu'on aura discuté, qu'est-ce qu'on retient pour l'avenir aussi, faire un peu de prospective. Mais auparavant, Jorge, vous, pourquoi, ici, ce soir, vous avez voulu venir partager avec nous votre savoir? Premièrement, merci de l'invitation, mais en fait, je ne suis pas spécialiste du vote des élections américaines, donc c'est pour ça que c'était un défi pour moi, de dire pourquoi c'était invité, et donc je pense que c'est une des questions, c'est la question de l'immigration. Oui. L'immigration et l'immigration latino-américaine, non, ou hispanique, comme ce qu'on dit aux États-Unis, un peu l'idée justement de cet élément en apparence périphérique, comment c'est devenu central dans la narrative, dans la rhétorique actuelle. Et donc, c'est devenu, je pense, un élément aussi en termes structurels, si on pense en termes démographiques, par exemple, minorité qui auparavant, ça devient de moins en moins minoritaire, population qui c'est 62 millions de personnes d'origine hispanique ou latino, donc c'est la première minorité, et c'est ce qui prévoit un peu en termes de statistiques, ça en 2040, c'est déjà plus de 27% de la population, face en décroissance aussi de la démographie de population blanche, dite américaine. Donc on voit aussi des transformations structurelles qui se représentent aussi au niveau de pas juste des narratifs, sinon aussi de la manière comment les gens réagissent et le comportement électoral dans le sens large. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté aussi, dans le sens périphérique et disciplinaire. Nous, les anthropologues aussi, en termes, je suis anthropologue au département d'anthropologie, en ethnologie, et donc on est habitué à comprendre un peu certains types des événements critiques comme des formes rituelles aussi. Donc, c'est ce qu'on constate, un peu si on essaye d'exotiser un peu quelque chose qui est à la fois proche et distante au Canada, mais en termes disciplinaires, en termes anthropologiques, c'est que peut-être il faut comprendre aussi les élections comme forme de rituel, dans lesquelles
Pourquoi un rituel? Parce que c'est une espèce de rituel de passage dans lequel il y a une forme de régulation de conflit à partir d'une situation dans laquelle toutes les parties se donnent l'accord pour faire certains types de procédures, de respecter certains types de procédures, une certaine forme de rationalité, mais à la fois aussi pour activer certains types de valeurs qui sont fondateurs, supposément, des États-Unis. Hein, l'idée de consensus, l'idée de l'autorité, l'idée aussi de la démocratie, la participation. Donc, je pense que c'est aussi, on revient un peu à récurrence, des formes ritualisées, récurrentes, mais quand même, il y a une tension, un drame. Aussi, on parlait un peu de dramatisation, qui des fois, ça implique justement des formes de narratifs, et que ça implique aussi une mobilisation de la persuasion. Donc, d'un côté, on voit un système apparemment très structuré, mais une mobilisation en termes de ressources, mais aussi de comment on essaye de persuader, disons, les électeurs. Et on voit vraiment toute une machinerie, une histoire très intéressante de les partis politiques, les communautés de base, les groupes, les ONG, etc., mais aussi les grands médias comme TikTok, comme des acteurs fondamentaux aussi en termes de narratifs d'influence. Donc, si on discute sur l'influence, ce n'est pas juste la façon comment on construit cette influence-là. Donc, ces côtés-là, je dis, c'est parfait pour un anthropologue pour comprendre aussi comme une espèce de rituels et de mythologie fondatrice un peu de certains types de valeurs de sociétés contemporaines. Bien, merci à tous les quatre. On voit vraiment qu'avec ce carrefour, on va vraiment pouvoir avoir des regards croisés et je soupçonne que ça va être très enrichissant. Alors, sans plus tarder, j'aimerais à chacun, avec votre point de vue, votre lunette, votre préoccupation respective, que vous nous donniez un peu dans votre esprit quand on parle des groupes d'influence, de leur rôle, de leur importance, de l'importance de thématiques comme l'immigration dans le débat politique, des facteurs qui vont avoir un impact sur le résultat du vote à cet égard-là. Comment vous analysez le phénomène? C'est quoi le portrait que vous brossez à grands traits là, de la situation? Si on prend, par exemple, l'angle religieux, on a comme un creuset très fertile où il se passe beaucoup de choses. Vous l'avez évoqué, ça se mélange aussi avec l'angle socio-culturel, le bagage, la vie démocratique, le travail des médias. Donc, Solange, vous, avec votre regard, puis vous pouvez intervenir à chacun votre tour, entrecroiser vos regards et vos paroles. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de particulier quand vous faites le portrait du phénomène que vous regardez? Ouais. Bien, j'aime bien votre remarque qui est très juste, à savoir que le religieux n'est jamais un produit pur. Il est toujours greffé à autre chose, hein, à une origine ethnique, à une culture, à une idéologie, et il peut être aussi instrumentalisé. Hein. Alors, comme on doit parler des groupes d'influence, évidemment, je crois que tout le monde s'attend à ce que je parle des ultra-conservateurs. Je parle d'ultra-conservateurs, il y en a autant du côté protestant, évangélique en particulier, et j'expliquerai un petit peu ce que c'est, parce qu'on parle des évangéliques, mais c'est assez compliqué, cette affaire-là, et du côté catholique. Et je parle d'ultra-conservateurs parce qu'on a tendance à qualifier les appuis de Donald Trump, qui sont greffés à des groupes religieux, de conservateurs. Mais actuellement, il y a tout un spectre de conservatisme et c'est important de voir qu'il y a dans le lot des très ultra-conservateurs avec lesquels les autres conservateurs ne sont pas nécessairement d'accord sur tout. Alors moi, je vous dirais qu'il y a un groupe particulièrement intéressant du point de vue de l'analyse en termes de persuasion, comme vous disiez, en termes de spectacle, ces ultra-conservateurs, de la manière dont ils agissent. D'une part, il y a autant de groupes religieux progressistes qui jouent du côté démocrate que de groupes religieux plus conservateurs qui jouent du côté républicain. C'est vraiment tranché. Il n'y a que 2 grands partis aux États-Unis. Hein? Et ça contribue d'ailleurs à créer une sorte de situation selon laquelle, forcément, dans chaque parti, il y a un spectre assez large de positions, même si stratégiquement, on tente de se rallier autour d'un même objectif. Alors moi, je vous dirais que le premier groupe de pression d'influence, ce sont ces ultra-conservateurs. Un groupe que je tiens à mentionner, dont on parle moins, mais qui est présent, c'est ce qu'on appelle les nuns en anglais, les personnes se disant sans religion. Leur nombre augmente tant au Canada qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est à peu près 28 % de la population. Vous les appelez comment? Les nuns.
Comme les... Non-religious. OK, non-religious. Les nuns. Okay. N-O-N-E. Pas les nonnes comme les sœurs. C'est pas les sœurs. On fait des jeux de mots parfois là-dessus. Oui, okay. J'ai des collègues qui disent, moi, je suis une nonne, mais c'est pas dans ce sens-là. Donc, les nuns aussi ont un impact, parce que quand on mesure les attitudes politiques, être athée, agnostique, ça induit certaines positions politiques, alors qu'être catholique, c'est assez moitié-moitié démocrate-républicain, être protestant, c'est plus vers le côté conservateur, et puis ça varie selon les origines ethniques. Alors, mais il y a beaucoup d'argent, comme par d'autres groupes, comme vous disiez au début, récolté par les groupes religieux. Et la stratégie de long terme chez ces ultra-conservateurs, qui ne sont pas tous les catholiques et non plus tous les protestants, c'est de noyauter toutes les grandes institutions. Alors, si vous me permettez, je vais donner un exemple que je trouve assez spectaculaire, moi. Du côté, au Texas, par exemple, qui, semble-t-il, produit non seulement beaucoup de pétrole, mais aussi beaucoup de groupes religieux. Il y a beaucoup de dénominations protestantes. Il y avait un représentant de district républicain, Glenn Rogers, qui se croyait extrêmement conservateur, qui a été évincé de son poste par un milliardaire pasteur texan qui ne le trouvait pas assez conservateur. Alors donc, ce sont des milliardaires qui sont nommés dans les nouvelles. On parle de 2 personnes ici, mais pour moi, c'est un cas intéressant. Tim Dunn et Farris Wilks, et qui tentent de radicaliser l'agenda qu'on appelle national chrétien aux États-Unis. Donc, ils veulent investir les principales institutions par leur argent, par la création de groupes stratégiques pour, si vous voulez, imposer non seulement une déréglementation économique, parce qu'il y a toujours ça derrière, il y a l'économie qui est forte entre tout, mais aussi une sorte de réinvestissement chrétien de toutes les institutions américaines. Manon, je vous voyais réagir. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces ultra-conservateurs religieux ont réussi à définir un des 3 enjeux principaux de cette élection-là, qui est l'avortement. Parce que ils ont eu ce qu'ils voulaient avec Donald Trump en 2016, c'est-à-dire la nomination de 3 juges conservateurs à la Cour suprême, l'invalidation de Roe contre Wade, le nouvel arrêt Dobbs, le retour de l'avortement dans les États. Et c'est comme s'ils n'avaient pas été capables d'arrêter là. Vraiment, ils cherchent à poursuivre, donc en radicalisant certaines des législatures d'État qui passent des lois qu'on appelle les heartbeat bills, où on restreint vraiment l'avortement à sa plus simple expression, sans aller jusqu'à l'interdire. Et ça fait que là, on est dans une campagne où l'avortement est une des 3 questions, l'économie, l'immigration, l'avortement, qui va amener les gens voter et qui réussit d'une certaine façon. Puis ça reste à vérifier. On va le voir au moment de l'élection, quand on verra qui est allé voter. Mais je pense que ça réussit à mobiliser autant un côté que l'autre à aller voter, surtout dans les États où il y aura des mesures à voter, comme en Floride, oui ou non, pour enchasser le droit à l'avortement dans la Constitution de l'État. C'est une belle patinoire pour les groupes d'influence aussi, ces enjeux-là qu'on identifie. Oui, puis le cas de la Cour suprême. Écoutez, la Cour suprême, elle compte 5 catholiques. Et c'est le juge Alito, qui est décédé il y a quelques années, qui a commencé à faire basculer la Cour suprême. Et son fils est très proche des catholiques très traditionnalistes. C'est pour ça que je dis qu'il est très important de considérer le spectre de conservatisme. Mais vous avez raison. Par contre, comme vous dites, quand les sondages qui tiennent compte du religieux, le top de la priorité des électeurs actuels, c'est pas l'avortement, c'est quand même entre 50 et 60 %, mais l'économie est vraiment au top. Donc, derrière, il y a d'autres enjeux, mais je suis bien d'accord avec vous. On n'a pas vidé la question, évidemment, des ultra-conservateurs religieux, puis je ne suis pas sûre qu'on va arriver à le faire ce soir, mais... Mais c'est un groupe d'influence. C'est un gros groupe d'influence. C'est pas le seul, heureusement. J'aimerais voir, comment tout ça
se juxtapose ou se différencie de ce qu'on voit arriver avec l'immigration, avec les minorités latino-américaines qui sont de plus en plus présentes. Est-ce qu'il y a une adéquation, une radicalisation du sentiment religieux lié à l'apport de l'immigration ou c'est complètement deux éléments distincts? Ça pourrait, parce qu'il y a en plusieurs directions, on pourrait dire. Les groupes religieux aussi, sont pas mal, j'ai vu aussi dans la zone frontalière des groupes catholiques et chrétiens qui sont très solidaires avec les immigrants qui sont en situation irrégulière. Donc, il s'active aussi, toute forme de radicalisation s'active aussi une forme de solidarité. Peut-être c'est moins visible, parce que aussi ça crée un peu de peur. Et aussi, il y a des zones des influences en termes des médias. Fox News, peut-être, ça ne va pas montrer ça, ou va les montrer avec une situation qui sont des traîtres, des gens qui aident un peu à la criminalisation. Mais effectivement, il y a ces côtés aussi de solidarité, des bases très, très anciennes, très ancrées. Donc, je pense qu'il faut documenter là-dessus. Mais pour revenir bondir un peu l'idée du religieux, je pense qu'il y a une autre colonne vertébrale dans les valeurs, si on pense à des valeurs culturelles et formes d'identification, de reconnaissance qui c'est propre aux États-Unis, c'est l'ethnisation, les ethnies. Donc, on parle d'une démocratie toujours citoyenne, mais avec laquelle la notion des races, même si c'est une catégorie, il y a des catégories dans les recensements. On est blanc, il faut appartenir à quelque chose. On ne peut pas être neutre, on ne peut pas être non. Disons, toujours on est catégorisé dans le sens de la perception du jour à jour, mais aussi en termes d'une bureaucratie qui crée. C'est pour ça toutes les mesures actualisées sur la quantité des Blancs, la quantité des Latino-Américains, Blancs, non-Blancs, les Noirs, etc. Et donc, dans un sens, il y a une espèce de tension entre cette idée de citoyenneté et de formes de partage des ressources, d'inclusion, mais aussi en termes avec toujours une catégorisation, une notion liée à l'ethnie. Et donc, on voit la question de l'immigration, ça réactive dans un sens, ça pourrait être sensible à l'idée que quel type d'immigration c'est bienvenu ou non. Finalement, c'est ce qu'on discute, pas nécessairement en termes de quantité. Et ça instrumentalise, on revient un peu au narratif qui s'est devenu central. Premier élément, c'est l'économie. Deuxième, c'est devenu un peu la question de l'immigration. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pense quelques-unes qu'ils ont utilisé en termes de marketing politique, de dire, c'est le terme de protection. On protège à la fois nos populations locales, les natifs, disons, cette première idée de colonisation blanche, et aussi les emplois. Aussi, on sécurise tous les emplois pour les personnes qui ont été dans le processus de désindustrialisation, mais aussi, il y a cette idée qui mérite pas de passer, d'être là. C'est pour ça que et ça, toujours, il y a une couleur dans cette idée d'acceptabilité de ces gens-là. Donc, il y a, dans ce sens-là, c'est très présente, mais encore, c'est plus polarisé avec ces discours de l'ethnisation liée à la migration. Pierre, quand vous regardez cet échiquier, ça a l'air d'un véritable jeu d'échecs avec des influences qu'on voit, parfois qu'on ne voit pas, qu'on soupçonne, des ficelles qui se tirent. Est-ce qu'on arrive vraiment à déterminer le poids relatif de tout ça dans l'exercice démocratique avec le regard d'un politicologue? Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs en jeu. Je suis content de vous passer à moi en dernier parce que ce qui m'intéresse en particulier, c'est tout à la fois, parce que c'est mon objet d'étude global. Mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre la conjonction entre des changements à très long terme qui ont un impact qui est à peine mesurable d'une élection à l'autre sur la dynamique électorale, des changements à plus moyen terme et ce qui se passe dans les médias. Donc, parlons des changements à long terme. Quand je présente à mes étudiants l'évolution de la partisanerie aux États-Unis, je commence toujours par leur montrer deux cartes, qui est la carte, c'est les fameuses cartes bleu et rouge, bleu pour les États démocrates et rouge pour les États républicains. Alors, si on projette la carte prenons 2008, et on la transpose sur la carte de 1896, on a une corrélation presque parfaite inverse. C'est-à-dire que la distribution de l'électorat républicain de 1896 correspond à peu près exactement à l'électorat démocrate des 4 ou 5 dernières élections. Comment on explique ça? Pardon? Comment on explique ça? Ça, c'est le changement à long terme. Donc, les changements d'abord dans la société américaine, dans la démographie, le changement du Sud. Le Sud qui est passé, qui était un bloc démocrate, mais le Parti démocrate était essentiellement deux partis
distincts, le Parti du Sud et le Parti du Nord. Et donc, tout ça se transforme à travers le 20e siècle et à travers l'évolution de l'État lui-même et de l'interventionnisme de l'État, le New Deal, les grandes réformes des droits humains, des droits sociaux et des droits civils des années 60. Et ce dont on se rend compte, c'est la transformation, par exemple, le Sud qui était conservateur, plutôt réfractaire au changement social, était démocrate, et il est devenu naturellement républicain, parce que les républicains ont concentré l'idéologie conservatrice. Ensuite, on a donc les changements au Parti démocrate, qui au milieu du 20e siècle, c'était une coalition entre des conservateurs sociaux du Sud qui n'étaient pas tout à fait contre l'intervention de l'État parce que ça les a beaucoup favorisés dans leur développement économique, et donc qui étaient en faveur du New Deal, en faveur des politiques sociales, et alliés avec qui? Bien, alliés avec les démocrates du Nord qui étaient liés aux syndicats, au mouvement ouvrier et à ce qu'on appelle communément la gauche. Ça ne pouvait pas tenir, ce mariage-là, parce qu'on avait un mariage qui était très diversifié à l'intérieur, et donc des partis qui étaient des coalitions idéologiquement très variées. Mais qu'est-ce que ça signifiait pour ce qui est de la période entre le New Deal et les années 80, grosso modo? C'était deux partis qui pouvaient s'entendre sur un certain nombre de choses très fondamentales, comme le rôle de l'État à la base, et tout ce qui venait du New Deal. Les deux partis s'entendaient. La politique étrangère. Il y avait un certain consensus entre les partis. Ça ne changeait pas d'une élection à l'autre parce qu'il y avait un bloc d'un parti qui était assez proche du bloc de l'autre parti. Mais à partir du moment où les conservateurs du Sud se sont rejoints les républicains et le Parti démocrate est devenu plus clairement identifié au progressisme, à la gauche et au changement social, à l'urbanisation, à la mondialisation et un paquet d'autres facteurs, qu'est-ce qu'on voit? C'est deux partis qui deviennent fondamentalement différents. Et petit à petit, on a non seulement un réalignement partisan, mais aussi une polarisation à l'intérieur de chacun des partis. Les partis deviennent de plus en plus éloignés. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant que les Américains eux-mêmes ont des opinions plus extrêmes qu'avant. Hein, vous entendez beaucoup parler de polarisation, mais on ne doit pas, à certaines exceptions près, voir la polarisation comme le fait que les Américains sont très éloignés un de l'autre. Non, c'est plutôt que si on sectionne l'ensemble des domaines dans lesquels on peut avoir des préférences, bien, il s'adonne que à une certaine époque, un démocrate pouvait voir un bon nombre de ses préférences mises en œuvre par le Parti républicain et vice-versa. Aujourd'hui, c'est presque plus le cas, c'est-à-dire que les préférences individuelles sont presque toutes orientées sur le programme d'un parti, et autrement dit, quand le parti adverse est au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Aucune de nos préférences est prise en compte. Et donc, pour certains Américains, quand le parti opposé est au pouvoir, c'est pas juste un problème temporaire qui va se régler dans 4 ans, c'est la fin du monde. Bien donc, il y a polarisation. C'est pas tant le fait que ce soit très éloigné comme le fait qu'aucune de nos priorités n'est entendue par l'autre parti. Et à la longue, il s'est aussi développé ce qu'on appelle une partisanerie négative. Hein? Si on voit que l'autre parti est contre toutes nos priorités, on développe un sentiment négatif face à ce parti-là. Et donc, ça amène un certain style de politique qui, aujourd'hui, s'est radicalisé dans le ton qu'on entend et qui est
Si j'avais à vous demander, c'est qui représente cette radicalisation du ton de la politique? Pas besoin de faire un dessin, on sait c'est qui. Je me tourne vers vous, Manon, parce qu'on a un échiquier qui est très complexe. On a des groupes d'influence qui tentent de percer là-dedans. Puis on a l'impression qu'ils vont toujours frapper à la même porte parce qu'ils vont avoir une oreille plus attentive puis que ça va être plus simple pour eux de faire passer le message. Mais quand on couvre des élections comme celle-là puis qu'on essaie de voir qui a vraiment quel impact en termes de poids d'un groupe d'influence, on fait ça comment? De plusieurs façons, mais je dirais, en fait, ce qu'il y a derrière la question, c'est comment ces gens-là réussissent à influencer. Et le mot poids est peut-être pas mauvais parce que il y a deux façons d'influencer, soit par son poids électoral, c'est-à-dire qu'on est un groupe significatif. Les jeunes hommes noirs en ce moment sont très, très, très à la mode, très courtisés. Barack Obama les a admonestés en disant « Vous ne devriez pas avoir peur de voter pour une femme ». Madame Harris vient de sortir des nouvelles mesures pour aider les jeunes entrepreneurs noirs. Donc, c'est signe que ça, c'est un bloc qui a un poids électoral. Les Latinos ont un poids électoral. Il est très important dans cette élection. Madame Harris va au Nevada. M. Trump va au Nevada. Ils promettent quoi? Ils promettent d'enlever les impôts sur les pourboires. Pourquoi? Parce que la plupart des Latinos travaillent dans l'industrie de l'hospitalité au Nevada. Alors, ça, moi, c'est toujours... On mesure l'influence au résultat dans les politiques. Exactement. Ouais. Même chose, donc on revient au groupe religieux. C'est leur poids électoral qui a amené Trump vers la victoire en 2016. Je veux dire, ils savaient, ils ont tous travaillé pour cette élection parce qu'ils connaissaient ce qu'ils allaient être capables d'en tirer. Mais il y a une autre façon d'influencer, c'est l'argent. Mais je reviens à cette idée-là. Depuis 2010, il y a un jugement de la Cour suprême, une Cour suprême divisée, quand même 5 contre 4, qui s'appelle Citizens United contre la Commission électorale fédérale américaine. Et ce que ce jugement-là a fait, c'est de dire que le gouvernement fédéral avait tort de restreindre les dépenses électorales de différents groupes en dehors des partis politiques. Alors, avant 2010, par exemple, je pense que tout ça a commencé en 2004 quand Michael Moore a sorti son fameux film Fahrenheit 9/11, qui était contesté par les républicains en disant, bien là, tout ce film-là, le propos de ce film-là et même la publicité autour de ce film-là avantage les démocrates, puis c'est comme une dépense électorale, mais qui n'est pas prise en compte, etc., etc., etc. Mais finalement, ils ont quand même gagné. Ils ont gagné cette idée que non, effectivement, je veux dire, un film comme ça, qui avantage un parti politique plutôt qu'un autre, on n'est pas obligé de le compter comme une dépense électorale. Donc, les groupes extérieurs, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les organisations à but non lucratif, les associations, et on passe tout de suite à des grandes associations qui ont beaucoup d'influence, comme la National Rifle Association, la NRA, et pas seulement dans les élections présidentielles, mais dans toutes les élections, dans tous les comtés de tous les États américains, peuvent dépenser sans compter, sans être obligés de le déclarer, pour influencer les élections américaines. Donc ça aussi, donc, par l'argent, on réussit aussi à avoir une influence. J'aimerais peut-être vous entendre tous les quatre, puis donc je vous lance la question. Quand on s'intéresse à voir le résultat concret de tout ce que les groupes d'influence tentent de faire, est-ce qu'il y a des exemples vraiment très concrets, très pratiques, très ancrés dans la réalité, où on peut voir une influence qui s'est avérée, puis un poids avec un groupe d'influence omniprésent et très puissant, où ça n'a rien donné? Est-ce qu'on a des exemples et des contre-exemples de tentatives d'influence par des groupes religieux ou des minorités, où on a vraiment obtenu des résultats, et d'autres où, malgré tout le poids, ça n'a absolument rien changé? Puis je m'accrocherais peut-être à ce que vous disiez, que le baromètre là, des intentions de vote ne bouge pas beaucoup. Là. Donc,
Ça veut dire que parfois, ça peut être vain de s'investir puis de tenter d'influencer? Bien, moi, j'aimerais bien parce que vous dites qu'il y a des tendances très structurelles, mais moi, personnellement, pour reprendre votre expression, ce qui me tient sur le bout de ma chaise ces temps-ci, c'est les fameux États pivots. C'est-à-dire des États où ça se joue à 51, 48, 49, 53. Là. Vous savez, les États pivots, c'est les États où c'est tellement serré que quelques milliers de votes peuvent faire une différence. Alors, évidemment que là, les influences peuvent jouer. Alors, c'est cet argent-là qui est investi. Vous parlez des jeunes hommes noirs. Pourquoi sont-ils devenus un enjeu soudainement? C'est que ce groupe dont je parlais a investi dans les médias sociaux pour influencer les jeunes hommes noirs qui étaient plutôt démocrates. Et tout d'un coup, l'aiguille commence à bouger. Tiens donc, les médias sociaux, c'est un levier très puissant si on l'utilise bien. Et puis, alors, ce qui me fait plus peur, moi, donc, il y a comment faire bouger le vote de certains petits groupes, par quelques milliers de votes. Un autre exemple, dans le Michigan, par exemple, qui est un État pivot, ça, c'est un autre groupe à la fois qui couvre les groupes d'influence et votre question, le conflit entre Israël et la Palestine. Il y a 300 000 arabo-musulmans au Michigan. Il y en a partout aux États-Unis, des musulmans, il y en a beaucoup aux États-Unis. Mais ils ne peuvent pas faire pencher la balance comme ils pourraient le faire dans le Michigan à cause de leur nombre. Ils sont 300 000. Ça veut dire que la marge est tellement mince que si ce groupe-là décide, par exemple, d'aller vers un tiers parti, un minuscule parti qui ne compte pas, et plusieurs, dans des entretiens, disent que ce sera le cas, par protestation contre les politiques du gouvernement démocrate actuel en regard du conflit israélo-palestinien. On trouve que les États-Unis ne sont pas assez fermes pour stopper Israël dans ses attaques de la Palestine. Alors, ce groupe-là dit, moi, le Parti démocrate, auquel ils étaient alliés, je vais les lâcher. Et ces stratèges républicains investissent dans l'encouragement des mini-tiers partis non républicains parce qu'ils savent très bien que ça va gruger le vote démocrate. Alors, c'est un exemple, ça, très concret d'investissement de l'argent dans une technique très particulière qui vise des groupes particuliers pour faire bouger l'aiguille dans des États où c'est hyper serré, et il y en a quelques-uns comme ça, des États pivots. Jorge? Oui, juste pour rebondir dans ce sens-là, des cas concrets, en parlant un peu de vote latino, on sait déjà, on parlait de 62 millions de personnes, c'est 19% de la totalité, et en termes de presque 14% de l'électorat total latino. Donc, mais ce n'est pas un vote hétérogène. Donc, on voit c'était même il y a du Sud, certainement, Texas, Arizona, Californie, Nouveau-Mexique, mais la Floride. Donc, Floride, c'est plus conservateur traditionnellement, et aussi Texas et Arizona. Mais le cas d'Arizona, c'était intéressant, en 2020, justement, ils ont voté pour Biden. Et c'était une mobilisation de groupes communautaires latinos, même en espagnol, qui disaient « Vota familia », on vote qui justement ils ont arrivé à trouver une aide supplémentaire à la participation traditionnelle un peu des votes latino-américains d'origine latino aux États-Unis, et ça fait gagner un peu dans le sens, ça fait une petite différence dans une situation justement d'égalité comme les cas d'Arizona qui toujours c'était un État pivot. Donc voilà un autre cas assez clair et concret. Pierre? OK, je suis obligé de faire une réponse de politicien ici en disant il y a beaucoup de choses dans votre question. Oui. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est avec votre regard et l'expérience, je pense qu'on peut. Bon, quand on pense à l'influence de l'argent, qui est toujours importante dans le développement de la politique américaine, il faut d'abord voir, sans nécessairement développer des formes de théorie de complot sur le rôle des plutocrates qui mènent ce jeu de l'argent, il faut quand même se rendre compte que le changement de long terme qui a été le plus déterminant suivant ces courants d'investissement dans le jeu politique par des grandes fortunes, notamment des grandes fortunes dans le domaine du pétrole et dans... on pense par exemple à les frères Koch, the Koch brothers, qui ont beaucoup investi dans
oui, dans le Parti républicain, mais aussi dans des mouvements comme le Federalist Society, qui a beaucoup influencé le développement du droit aux États-Unis depuis les années 60 et a créé ce mouvement à l'intérieur de la profession juridique archi-conservateur et qui va s'appuyer sur deux grands piliers, c'est-à-dire le conservatisme social qui lui permet de rejoindre un électorat très large et le conservatisme économique qui permet d'avoir de l'argent. Hein? En politique, on a besoin d'avoir de l'argent, mais on a aussi besoin des votes. Et les milliardaires, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas beaucoup de votes. Donc, il faut qu'il se développe une coalition donc, conservatrice qui va mettre en place les politiques qui les avantagent, notamment la déréglementation dans le secteur énergie, la baisse des impôts pour les grandes fortunes et la baisse des impôts et des taxes sur les grandes compagnies. Donc, si on regarde juste ces points-là, c'est quelque chose qui a été largement appuyé par le Parti républicain, mais aussi par le développement des juridiques, donc par les transformations qui ont mené à ce qu'on a aujourd'hui une Cour suprême très nettement conservatrice, dont toutes les décisions vont dans le sens du conservatisme social. C'est ça qui est le plus visible sur l'avortement, entre autres, et d'autres questions, d'autres enjeux sociaux, mais de façon encore plus importante et structurelle, du conservatisme économique. Et donc, la possibilité pour les grandes fortunes de transformer leur pouvoir économique en pouvoir politique. Donc, ça, c'est un point. Donc, le pouvoir de l'argent. On peut revenir aussi sur d'autres grandes fortunes qui ont un rôle particulier dans cette campagne, comme Elon Musk et Peter Thiel, par exemple. Mais pour revenir aux questions religieuses et questions d'immigration, l'immigration pose un problème assez important en ce moment pour la droite américaine. C'est que les votes dont le Parti républicain a besoin, c'est le résultat de son virage vers une forme de populisme, appelons ça populisme autoritaire, de droite, et qui permet de rejoindre un grand nombre de personnes qui se sentent menacées par l'immigration et par les changements sociaux et culturels que ça représente, même s'ils ne sont pas nécessairement réellement menacés. Donc, ils vont voter. Par contre, les grandes fortunes, les immigrants, ils en ont besoin. Parce que, je vais dire une chose, on en parlera tantôt, la grande promesse de Donald Trump qui lui permet de rejoindre tous les gens qui ont peur de l'immigration, c'est quoi? La déportation de masse. Hein? Littéralement, il a promis de sortir 10 millions de sans-papiers. Pensez à ça comme il faut, là. C'est énorme. C'est impossible. Mais deux, ça amènerait l'économie américaine à la ruine. Littéralement. Il n'y aurait rien qui marcherait, là. Il n'y aurait pas moyen d'aller au restaurant, il n'y aurait pas moyen de produire du lait aux États-Unis sans les immigrants. Et donc, cette politique-là, elle est fondamentalement contradictoire parce que, oui, elle va chercher des votes, mais on sait fort bien que ceux qui contrôlent l'argent, ils n'en veulent pas de cette politique-là. Et à la longue, ça ne peut pas marcher, là. OK. Juste pour prévenir sur ce point-là, sur la main-d'œuvre, effectivement, il y a des zones d'influence aussi. Google, par exemple, si on parle des visas et de la main-d'œuvre qualifiée, Google, les grands Apple, ils donnent de l'argent pour les deux parties parce qu'ils veulent garder justement la main-d'œuvre qualifiée. Des jeunes, justement, qui sont capables d'entrer dans la technologie. Mais
historiquement aussi, cette tension-là, ces jeux de pinces sur l'immigration dite irrégulière, qui sont la plupart de non qualifiés, qui travaillent par exemple toute l'industrie que je connais plus, on dirait en Californie, toute l'industrie du vin, de l'agriculture, de l'agrobusiness, en Floride aussi, en Texas. À la fois, toujours c'était la menace. Il y avait beaucoup de moments d'amnistie, des gens qui sont reconnus. Le programme Bracero, qui c'est justement des travailleurs mexicains qui sont arrivés à partir de 1946 jusqu'à 1964. Ils ont été comme de manière légale, mais ensuite il y a eu vraiment un passage à une forme irrégulière. Mais c'est eux qui ont construit justement, c'est la main-d'œuvre qui ont bâti cette forme d'industrie. Dès le moment qu'il y avait cette crise-là, d'un côté, les gens disaient non, on peut pas, c'est nécessaire cette main-d'œuvre. Mais de l'autre côté, on disait ça va, mais on va baisser. C'est une forme de précarisation aussi. On dit, on vous garde de manière illégale, mais on donne plus de vulnérabilité, précarisation, que ça devient fonctionnel à cette industrie-là. Donc, d'un côté, il y avait différentes formes des approches, mais dans un sens, c'était fonctionnel. Même donc, ces formes menaces de la déportation générale, peut-être c'est une nouvelle période, nouvelle étape, une nouvelle phase de cette forme de régulation vis-à-vis à partir de rhétorique de la menace, mais de l'usage constant de ces mots. Juste pour revenir aussi sur l'idée, peut-être que ça sera intéressant de revenir sur l'aspect émotionnel aussi. Si on parle les votes, certainement, il y a une rationalisation, il y a l'instrumentalisation, il y a des machines, mais il y a l'état d'esprit des personnes aussi. On parle de frustration, de haine, d'espoir, d'aspiration. Donc, je pense que ça crée aussi une carte électorale intéressante, que ça pourrait mobiliser plus ou moins les personnes. Et ça teinte le poids des groupes d'influence, Manon? Vous demandiez des exemples concrets de peut-être quelque chose qui n'aurait pas fonctionné, malgré le fait qu'on a beaucoup essayé. Mon petit cerveau en décalage cherché beaucoup. Il y a sûrement des exemples plus récents que ça, mais j'ai pensé au ERA, le Equal Rights Amendment. Énorme campagne dans les années 70 amendement qu'on n'a jamais réussi à enchasser. Ça sera un amendement à la Constitution et comme tout le monde sait, les amendements à la Constitution, c'est très, très difficile à passer autant aux États-Unis qu'au Canada. Alors, l'ERA, grosse campagne dans laquelle on met beaucoup d'argent. Un groupe d'influence qui a tenté de faire modifier la Constitution. De gauche. Qui n'a pas réussi. Voilà. J'aimerais qu'avant, on approche de la période où vous allez pouvoir poser vos questions. Il y a 2 micros qui sont dans la salle, mais le temps que vous vous déjeuniez, je vais continuer. Mais si je vois des gens devant les micros, je vais leur céder la place avec grand plaisir. Ce que j'aimerais essayer de voir avec vous, c'est une fois qu'on a dit tout ça, on pourrait parler des groupes d'influence très longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais la question fondamentale que je me pose, c'est quelle est la place de tout ça vraiment dans une démocratie? Est-ce qu'il y a des risques de dérapage? Est-ce qu'on a déjà vu, chacun avec le regard que vous pouvez porter sur cette situation-là, des cas où on se dit, où vous envisagez peut-être, à la lumière de ce qui se passe maintenant puis de ce qui s'est passé historiquement, des dérapages éventuellement d'ici quelques années? Je pense particulièrement à tout ce qui touche la corde très sensible de la religion, entre autres. Est-ce que... écoutez, je pense qu'on est devant une démocratie en action. On a parlé beaucoup des grands donateurs ultra-conservateurs, mais il y a beaucoup de donateurs très libéraux. Des milliardaires libéraux, il y en a beaucoup. De la tech industry, de Hollywood, des acteurs, des mégastars qui appuient de tout leur poids le Parti démocrate, il y en a beaucoup. Donc, des deux côtés, il y a on a mis l'accent là, sur ce conservatisme là, qui a marqué des points ces dernières années. C'est ça qui a étonné tout le monde. Je pense que les gens ne l'ont pas nécessairement vu venir, mais là, on les voit venir. C'est ça, la démocratie, c'est que là, tout est transparent. Le fameux projet 25-25, par exemple. 20-25, c'est ça? Oui. Projet 20-25, c'est une centaine de groupes républicains qui se sont coalisés, qui ont émis des recommandations. Les deux plus inquiétantes, mais ça ne nous étonne pas, étant donné ce qui s'est passé à la Cour suprême, c'est qu'on voudrait que le président ait plus de pouvoir sur le judiciaire. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Dans les démocraties populistes, c'est ce qui fait le plus peur, c'est que le judiciaire dérange les populistes. Alors, ils veulent un peu le subordonner. Et l'autre, plus inquiétante aussi, c'est le limogeage de fonctionnaires qui ne veulent pas aller dans notre sens. Parce que les grosses machines gouvernementales, il y a des élus,
mais il y a aussi des employés, puis souvent, ça crée un équilibre. C'est le cas au Canada aussi. Hein, c'est moins visible, mais il y a des tensions entre les élus et les fonctionnaires qui ne voient pas toujours les choses de la même manière. Surtout lorsque vient le temps de réglementer sur quelque chose. Voilà, ouais. C'est ça. Il y a des petites luttes internes. Ça aussi, ça fait partie de la machine démocratique. Et le projet 2025 voudrait, parce que Trump, semble-t-il, durant ces 4 années, a été très frustré par cette résistance de la machine, voudrait qu'on puisse limoger plus facilement des fonctionnaires. Alors, donc là, on les voit venir. Alors moi, j'ai le goût de dire que c'est une démocratie en action. Les médias américains comme canadiens, parce que c'est très bien couvert, les élections américaines au Canada, analysent tous ces enjeux-là dans toutes les coutures. Mais j'aimerais dire que, vous savez, par-delà tous les enjeux qu'on a soulignés, les influences, les millions, etc., j'ai l'impression que l'inflation actuelle est un des gros enjeux dans l'élection aux États-Unis, puis c'est le cas au Canada aussi. Puis on se dit que si un parti a été le parti pendant lequel une telle inflation est survenue, hein, qui touche les poches de la grande majorité de la population de manière extrêmement sensible, eh bien, ils se disent peut-être qu'un autre parti serait meilleur. Hein? Très concrètement, l'inflation, je pense, les difficultés économiques de la classe moyenne aux États-Unis et des gens qui sont moins que la classe moyenne est sans doute un gros facteur par-delà toutes les idéologies dont on parle. Et puis, encore une fois, toutes ces stratégies ultra-conservatrices, on les connaît à présent et on peut donc démocratiquement en débattre et essayer de s'assurer que tout le jeu de l'équilibre démocratique demeure sain comme il l'est présentement. C'est ce que je dirais, moi. Merci, Solange. Je vois un brave qui va casser la glace. Ben alors, oui. j'aimerais, monsieur, que vous vous présentiez brièvement, puis que vous limitiez à une question sans faire un trop long commentaire. Non, ça devrait être assez court. Mon nom est Guy Garon. Ma question concerne le professeur Lichtman, Alan Lichtman, qui, au cours du week-end, a prédit l'élection de Kamala Harris sur la base de 13 clés qui a défini, puis au cours des dernières années, depuis 40 ans, il a prédit avec assez précision l'élection américaine. Est-ce que quelqu'un peut commenter sur les 13 clés du professeur Lichtman, puis comment ça vient jouer dans l'élection? Ça, je pense que c'est dans votre cours, Pierre. Ça vous... Bien, j'ai un commentaire très... Ça, c'est un petit peu long de rentrer. Je ne connais pas par cœur, les 13 clés. Mais en tant que politologue et quantitativiste à mes heures, j'ai beaucoup de réserves à considérer un modèle d'explication où il y a presque autant de variables que de cas. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques statisticiens ici, là, mais il essaie d'expliquer une trentaine d'élections avec une quinzaine de variables. Ça ne marche pas. Et historiquement, ça ne marche pas. Son modèle, ou son soi-disant modèle de prévision a à peu près la même performance que de prédire le meneur dans les sondages quelques mois avant. Essentiellement, ça ne vaut pas tellement la peine de s'attarder à son modèle. Tout ce qu'on peut prédire en ce moment, c'est que cette élection est extrêmement serrée. Pourquoi elle est serrée? Bien, parce que les deux partis ont une certaine parité dans l'opinion et du fait de leur polarisation, il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte dans l'analyse électorale pour les quelques dernières élections, c'est ce que des auteurs ont appelé la calcification de l'électorat. Les gens ne changent pas d'allégeance. Les gens ont une vision tellement négative du parti adverse que peu importe ce que leur propose leur propre parti, et peu importe les excès et les problèmes qu'on peut... On a un candidat à la présidence qui est, OK, un criminel condamné par juge et jury, qui a été jugé responsable d'un viol par un juge et jury, dont l'entreprise a été trouvée responsable et coupable au criminel pour des fraudes allant dans les centaines de milliards de dollars.
Est-ce que je peux continuer? Là? Non, pas besoin de continuer, on sait de qui il est question. Pourtant, une bonne partie de son électorat refuse de considérer ça comme un problème. Et, encore plus drôle, comique, les gens d'affaires qui financent sa candidature, je vous mettrai au défi d'en trouver un qui l'engagerait dans leur conseil d'administration. Non, honnêtement, il n'y a pas un conseil d'administration qui nommerait ce type président de quelque compagnie que ce soit. Et pourtant, on l'appuie pour être président des États-Unis. Pourquoi? Bien, parce qu'il a trouvé la façon de mobiliser un bloc d'électeurs qui le suivent comme une sorte de culte, et en menaçant de braquer ses électeurs contre quiconque allait l'opposer dans l'intérieur de son parti, il a été en mesure de s'approprier l'ensemble des autres politiciens. Et les politiciens, bien, il y en a beaucoup qui vont dire en privé, on n'est pas capable d'endurer le bonhomme, on ne le suit pas, on ne l'aime pas, on ne veut pas le garder. Puis qu'est-ce qu'on va faire, par contre? On ne peut pas s'opposer à lui, parce que si on s'oppose à lui, on perd son bloc d'électeurs, on perd les primaires, on perd notre job. OK? C'est lui qui est là, c'est ça. Et le problème, c'est ça, c'est ce manque, on peut appeler ça le manque de courage, quoi que ce soit, mais c'est juste une conséquence du fait qu'il a noyauté un bloc d'électeurs dans le Parti républicain, et ça lui permet de contrôler l'ensemble du Parti républicain. Là-dessus, bref, une chance qu'on limite les mandats aux États-Unis, contrairement au Canada. Oui, mais en tout cas, après ça, le problème, c'est quoi? C'est que le Parti républicain, c'est une institution. Le bipartisme aux États-Unis, on ne peut pas le remettre en cause. Et donc, lorsque le candidat du Parti républicain se présente, bien, il a toute la légitimité qui vient avec le fait d'être candidat du Parti républicain. Le candidat du parti choisi pour le représenter. Et les médias se donnent comme mission l'équilibre. C'est-à-dire, on doit couvrir la campagne de façon équilibrée. Une question dans la salle. Monsieur, je pense que vous étiez debout au micro. Votre question. Serge Belair. La démocratie. Donc, on a beaucoup entendu dire au cours de la campagne, à la télévision et ailleurs, que c'était un enjeu important. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il n'y a que Donald Trump qui n'en a rien à foutre, en quelque sorte, ou si sa position correspond à une humeur généralisée dans la population? Trump a promis, je pense, à un groupe de religieux que s'il était élu, bien peut-être qu'il n'aurait plus jamais à revoter. Il me semble qu'il dit ça. Et pourtant, ça ne semble pas décourager presque la moitié de la population qui s'apprête, semble-t-il, à voter pour lui. C'est-à-dire qu'il y a un profond courant dans la population qui ne tient pas à ce qu'on appelle la démocratie, peut-être parce que les partis précédents ont été décevants, ou qui ont l'impression que les liberals n'ont jamais défendu leur intérêt et que, somme toute, on n'a pas besoin de la démocratie. Merci pour votre question. Donc, la désillusion démocratique, est-ce que c'est une réalité, carrément? Je ne sais pas si... Juste pour revenir peut-être en parlant des émotions, d'humour, il ne faut pas oublier... on parlait justement des situations, des événements critiques comme les élections, mais les élections précédentes, il y en a passé pour une pandémie aussi. Il y a eu crise économique. Donc, il y a comme des humours aussi qui ont plus... il y a une accumulation de situations, je pense qu'il faut tenir compte aussi si on parle en termes de trajectoire émotionnelle. Et donc, voilà, je pense que ce sont des éléments à tenir compte. Donc, peut-être il n'y a pas nécessairement un vote immédiate, sinon qu'il y a une situation de population structurelle. Certainement, on parle de Midwest, comme certains votent déjà le processus de désindustrialisation, l'inflation, etc. Mais quand même, il y a comme une structure émotionnelle, je pense, que se configure à partir de situations critiques aussi mondiales, mais ça a affecté pas mal un discours, une rhétorique aussi qui s'est façonnée durant cette époque-là, 2019. On parlait des complots, on parlait de la question des vaccins, etc., qui
Je pense qu'il faut tenir compte de ça. Manon, il y a peut-être un élément médiatique aussi là-dedans, dans la morosité populaire, l'état d'esprit, la désillusion. Oui, c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'il y a une partie des Américains qui voudraient avoir un dictateur, finalement? C'est ça qu'on se pose comme question. Est-ce qu'il y a une partie des Américains qui ne sont pas si intéressés que ça par la démocratie? Moi, je ne pense pas. Je pense juste que pour eux, la démocratie, c'est valable tant que c'est le parti qui défend leurs idées qui est au pouvoir. Dans le phénomène Trump, ce qui est intéressant de voir, en tout cas, je pense que c'est reflété dans les médias, c'est qu'il y a toute une partie des gens qui le suivent, qui l'appuient, qui disent « Ah oui, mais... » On sait comment il est un peu excessif, il dit des choses comme ça, mais moi je dis que cette élection-ci, cette campagne-ci, elle a été très révélatrice et que Donald Trump s'est très peu caché de ce qu'il propose comme idée. La dernière idée en date, c'est d'utiliser l'armée américaine pour s'occuper de la menace intérieure. Ça a été dit, on ne pourra pas dire qu'on est surpris. Je pense que cette idée-là, c'est une idée qui peut séduire une partie de l'électorat américain qui sent que c'est nous contre eux ou eux contre nous. Jews will not replace us, la suprématie blanche, toutes ces idées-là sont là, elles sont en surface, elles existent. Puis ça m'amène à dire que peut-être que la réponse, c'est qu'il y a une partie des Américains qui n'y croient pas tant que ça à la démocratie. Ou en tout cas, parce que vous parliez tout à l'heure des deux blocs qui sont très polarisés. En fait, il y a polarisation dans tout ce qu'on dit, il me semble, mais les deux blocs qui sont devenus avec le temps très hargneux l'un par rapport à l'autre. Alors, si c'est les bleus qui sont au pouvoir, les rouges sont frustrés sur plein d'affaires et vice-versa. Ça a rendu possible le Capitole. Évidemment, les médias sociaux, parce que j'ai travaillé sur la radicalisation, c'est quand même un nouvel outil qui va chercher la colère des gens de manière extrêmement particulière. Ça, c'est nouveau dans le paysage démocratique, je trouve. Hein? L'expression de la hargne est plus possible qu'avant, que la haine est plus possible qu'avant. Le phénomène Trump, sans les médias sociaux, je pense qu'il n'existe pas. Mais je veux juste dire, parce que vous disiez qu'il y a peu de monde qui change d'idée, Elon Musk était démocrate. Ouais. Il est devenu républicain en 2020 à cause de la réglementation du Parti démocrate dans l'industrie automobile, qui est trop proche des syndicats. Il n'aime pas les syndicats, donc c'est très économique. Et aussi à cause de le libéralisme sexuel sur les transgenders, là, pour nommer des choses concrètes, là, les valeurs libérales, il y a un backlash en éducation notamment. Les gens plus conservateurs veulent reprendre le contrôle de l'éducation. Et puis la dernière chose, c'est l'immigration. Parce qu'évidemment, sans l'immigration, les États-Unis ne fonctionnent pas. Mais c'est vrai que comme au Canada, il y a un débordement aux frontières, hein, il y a une sorte de quantité qui déroute bien des gens, et puis les gouvernements admettent, même le gouvernement Biden a tenté de passer des lois nouvelles vers la fin, que c'est un défi quand même inédit, qui a pris des dimensions inédites durant les dernières années. Alors, je tenais à le dire, là, par rapport à votre remarque. Fait que là, si je regarde bien, il y a 1, 2, 3, 4 personnes, il reste à peu près une dizaine de minutes, fait que voici ce que je vous propose, vous me direz ce que vous en pensez. Voulez-vous qu'on fasse peut-être 2 questions, petit bloc de réponse, 2 questions, petit bloc de réponse? Hein? Béatrice, Margot, vous pensez quoi de ça? C'est bon? OK. Alors, j'étais rendue, je pense, à monsieur en vert, vous et la personne derrière vous, vos 2 questions pour les panélistes, puis après ça, on fera les 2 autres. Ça vous va, tout le monde? C'est bon? Oui. Si vous voulez vous lever pour une question, là, faites ça vite. Ça tombe bien, ma question est brève. Pourquoi l'Américain moyen vote pour Donald Trump? D'accord. Question simple. Réponse complexe, j'en suis certaine. Et monsieur? Oui. Alors, je viens de terminer la lecture d'un professeur en Sciences Po, Giuliano D'Empori, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos ». Et peut-être que plusieurs d'entre vous l'avez lu, et c'est très intéressant.
Et j'aurais aimé connaître votre opinion sur... bon, enfin, il y a comme une thèse dans ce livre-là qu'il y a des gens, les Brennan et compagnie, qui, avec l'aide de la science des algorithmes, réussissent à, comment dire, c'est pas un complot, mais à savoir ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils votent pour nous. Qu'est-ce qu'il faut leur donner? Puis s'ils ne savent pas, les gens, ce qu'ils veulent, on va leur dire ce qu'ils veulent. On va, en tout cas, c'est la manipulation des consciences, un peu, là, avec l'aide de la science très avancée des algorithmes. Donc, merci pour vos deux questions. Question, pourquoi l'Américain moyen vote pour Trump? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut utiliser tous les outils, algorithmes et autres pour finalement faire pencher la balance? Je résume bien, c'est un peu la thèse qui est... Mm-hmm. Bien, l'Américain moyen, ça n'existe pas, là. Oui, c'est ça que je dis. Au milieu de la route, il y a des lignes jaunes puis des animaux morts, là. Donc, il y a une moitié des Américains qui sont prêts à voter pour Trump, ou un peu moins que la moitié, et une moitié, et peut-être un peu plus, sont prêts à voter pour son opposante. À cause de la géographie, ça prend plus de votes. Les démocrates ont besoin de plus de votes que les républicains à cause de la géographie puis du collège électoral. Et donc, ce n'est pas la bonne question, vraiment. Pourquoi il y a un si grand nombre d'Américains qui vont voter pour Trump? Bien, entre autres parce qu'ils ont des peurs, des griefs, des craintes culturelles qui les amènent à bien réagir à son message. Il y a un certain nombre de très riches Américains qui ont avantage aux coupures d'impôts qu'il leur promet. Les religieux de droite se sont ligués derrière Trump parce qu'il leur a dit ce qu'ils voulaient. Donc, il y a un certain nombre de raisons très propres à chacun des groupes. Maintenant, pourquoi est-ce que, à quelque part, au milieu, l'Américain qui brande, qui hésite entre les deux, va aller d'un côté ou de l'autre? Bien, certains diront, entre autres, l'institution de l'équilibre médiatique fait que les médias se sentent obligés de le présenter d'une façon équilibrée, alors qu'il n'y en a pas d'équilibre, par exemple. Ou encore, on se sent obligé de dire « Oh, vous savez, il y a des problèmes des deux côtés. » Les deux côtés ont des problèmes avec la démocratie, mais en fait, c'est faux. Objectivement parlant, il y a un parti qui a un discours fondamentalement antidémocratique et l'autre parti qui essaie de fonctionner dans le système en ce moment. Ça, c'est la grande différence. On a un parti qui est essentiellement nihiliste pour ce qui concerne le rôle de l'État, veut à peu près tout abolir. Si on regarde le Project 2025, c'est essentiellement l'abolition d'à peu près tous les rôles de l'État, oublier la météo, oublier le contrôle des ouragans, tout ça, on fout tout le monde à la porte. Et cette notion d'indépendance des institutions étatiques, ça fout le camp aussi. Indépendance de la justice, même indépendance de la Banque centrale. Donc, on veut se donner une banque centrale à la turque, là, si vous voulez. Ça c'est une assurance d'inflation perpétuelle. C'est garanti. Bien, si c'est Trump qui décide des taux d'intérêt, oubliez le dollar américain, ça s'en va au diable. Donc, le problème, on a un parti qui refuse de consentir, refuse de même considérer qu'il pourrait perdre l'élection. Il y a un des deux partis là, qui a essayé d'envahir le Capitole pour influencer la décision et c'est pas les deux partis qui ont fait ça, c'est un parti. Mais je pense même qu'on peut dire qu'il y a un des deux partis, s'il gagne, il va contester, s'il perd, il va contester le résultat. C'est déjà établi. Je ne sais pas ce qui vous cette fait notion dire ça. selon laquelle, en fait, notre devoir en tant qu'universitaire et en tant que membre des médias, j'ai la chance d'avoir les pieds dans les deux mondes, ce n'est pas d'être équilibré ou impartial, c'est d'être objectif, de voir les choses telles qu'elles sont. Quelques mots peut-être sur la deuxième question de monsieur sur le livre. Quelqu'un l'a lu parmi vous, le livre avec cette thèse de...
Mais c'est une thèse. Mais c'est clair que de tout temps, il y a des gens qui ont essayé de comprendre comment on faisait pour faire voter l'électorat de la façon dont on le souhaite. Peut-être que maintenant, les algorithmes... L'intelligence artificielle va certainement jouer de plus en plus un rôle, mais bien avant tout ça, les républicains avaient compris la fameuse notion du dog whistle politics. Qu'est-ce qui fait réagir? Un son que personne n'entend, mais qui fait réagir tout le monde. Et puis la première question qui a été utilisée par les républicains, c'est la question de l'avortement. Puis ça remonte à il y a longtemps. Donc, on n'est pas en train de réinventer la roue, là. Mais les outils sont peut-être un peu plus sophistiqués. Exact. Alors, les 2 dernières questions. Je peux y aller en premier. Moi, c'est Daniel Clavette. Madame Lefebvre, vous avez mentionné tantôt que les nonnes étaient de plus en plus présents aux États-Unis. Est-ce que vous croyez que ça va mener à une plus grande fragmentation, étant donné que les structures religieuses traditionnelles sont plus là pour regrouper les gens puis pour les inciter à voter pour certaines causes? Est-ce que l'athéisme est assez pour regrouper et mobiliser les gens? Est-ce que l'athéisme est un groupe d'influence, finalement? Et, de l'autre côté? Vous m'entendez bien? Oui. Comment expliquer le support des blue collars, les cols bleus, qui sont représentés beaucoup par, mettons, des latino-américains et puis des afro-américains, qui apportent leur support au Parti républicain? OK. Et mademoiselle... une troisième. On va prendre un trio de questions pour conclure. OK. Je voulais juste constater que le conflit israélo-palestinien n'a pas été mentionné encore. Je pense que ça peut jouer un rôle important. C'est pas vrai, ça a été mentionné? C'est pas vrai, on en a parlé? OK. On en a parlé au début. OK. Est-ce que vous pouvez élaborer sur le rôle que ça peut avoir en termes d'instrumentalisation par les républicains et la déception de beaucoup de partisans démocrates de l'inaction du gouvernement américain actuel, comment ça peut influencer l'élection? OK. Alors, dans l'ordre, on avait les nuns et le poids de l'athéisme. On avait... les latinos. Les votes. Et puis oui, bon, les nuns. Bon, d'abord, les institutions religieuses américaines sont majoritaires. Les nuns, c'est un nouveau groupe. Ils sont devenus à 28 %. Et parmi eux, il y a des athées, mais minoritaires, qui, par exemple, sont les plus pro-avortement aux États-Unis. Ce sont les athées. Les plus, et pour eux, c'est l'enjeu de l'avortement. Ils le considèrent plus important que d'autres groupes, en passant, parce que l'avortement, là, ça... Alors... mais peut-être que l'enjeu actuel par rapport aux nuns, c'est le fait qu'ils sont sous-représentés dans les institutions politiques américaines. C'est ça qui est remarquable. À la Cour suprême, 5 catholiques, une personne juive, 2 protestants, et puis il n'y a pas de nuns déclarés. Et au Congrès, on pense que c'est barely 4 %. Donc, ils sont sous-représentés aux États-Unis. Mais les institutions religieuses demeurent très fortes aux États-Unis, même si les gens ne sont pas nécessairement tous pratiquants à présent. Là, les États-Unis se démarquent comme un pays où les congrégations religieuses et les groupes religieux demeurent mobilisateurs, tant du côté démocrate que républicain. Puis je suis certaine qu'ils ne parlent pas toujours de politique, ces groupes-là, en dépit du fait qu'ils sont en élection à tous les 2 ans aux États-Unis. Là. Voilà. Pierre? Par rapport aux Palestiniens, je veux juste mentionner que tout à l'heure, j'ai mentionné leur poids qui pourrait être décisif au Michigan par rapport aux arabo-musulmans, par rapport à cette cause-là. Simplement. C'est quand même un groupe qui a trouvé sa voie dans cette élection-ci, d'une certaine façon. Les musulmans américains, de façon plus large, ça a toujours été... Les Juifs américains ont toujours eu un énorme poids dans l'appareil politique, d'abord, et dans les élections. On a parlé de tout temps du lobby juif. C'est une réalité. Ça permet d'expliquer d'une certaine façon la position de la Maison-Blanche en ce moment dans le conflit, l'appui indéfectible à Israël. Maintenant, ces gens-là sont présents dans des États
de la côte Est et de la côte Ouest américaine où leur vote n'est pas un enjeu. New York va voter démocrate. La Floride va voter conservateur. La Californie va voter démocrate, pardon. Quoique de plus en plus conservatrice dans certains endroits. Mais 2024, c'est vraiment l'année des Arabo-musulmans aux États-Unis. Vous aviez un commentaire? OK. Ouais, j'aurais beaucoup de commentaires sur toutes sortes de choses, là, puis vous pourrez les lire à chaque semaine, c'est pas on va aussi répondre à la question sur l'école bleue. Trois choses. Juste, premièrement, la question du recul de la religion et de l'avancée des non-religieux aux États-Unis. Un phénomène qu'on connaît un peu au Québec, sauf que chez nous, ça a été beaucoup plus vite qu'ailleurs. Là, OK? Cette sécularisation, laïcisation de la société. Et ce qui se passe aux États-Unis, quand on regarde l'impact de la croissance du groupe des Américains qui se détachent de la religion, ce qui est important de comprendre, c'est pas que ce groupe devient particulièrement plus fort ou plus influent, parce que c'est pas des gens pour qui leur non-religiosité, si vous voulez, est fondamentale dans leur identité politique, quoiqu'ils sont probablement plus démocrates que républicains. Le problème avec ça, c'est que les groupes religieux se sentent menacés, sur la défensive, et donc ils deviennent plus conservateurs, plus agressifs dans leurs demandes, aussi plus déterminés à gagner maintenant, tout de suite et pour toujours, entre autres en changeant la loi, en changeant la Constitution, voire décision de la Cour suprême. Et donc, c'est ça le problème. Les groupes religieux, parce qu'ils se sentent menacés par la laïcisation de la société, aussi lente qu'elle soit, réagissent en devenant plus conservateurs, en mobilisant tous les instruments de pouvoir dont ils disposent, et ils en ont pas mal. Maintenant, deuxième point, la question des employés syndiqués dans les manufactures. Pourquoi ils voteraient pour Trump alors que Trump est manifestement anti-syndicat? Il est littéralement entièrement voué à la cause de leur patron. Mais là, le problème, c'est que l'identité de classe, ce n'est pas la seule chose qui mène le vote. Et l'employé syndiqué, sa situation culturelle et le fait qu'il se sent menacé par des minorités qui semblent se développer plus vite que lui. Hein? Donc, imaginez-vous, vous êtes un employé dans une manufacture, un secteur en déclin, et qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Toutes sortes de groupes qui avancent. Les femmes avancent, les minorités avancent, les immigrants avancent, puis vous avancez pas. Vous restez là. L'impression qu'il y a des gens qui prennent votre place. C'est ce qui expliquerait la file d'attente du rêve américain, si on veut. Et ça, c'est le sentiment culturel, mais aussi comment on peut développer une argumentation économique pour aller chercher ce monde-là. Protectionnisme. C'est la faute des étrangers. C'est double. C'est culturel et économique. C'est des politiques qui n'ont pas d'allure. C'est des politiques qui sont contre l'intérêt de la plupart des employés du secteur manufacturier, mais ça marche. Et donc, il y avait un troisième point, mais je vais malheureusement, il faut qu'on abrège parce que ça tire à sa fin, puis on a même déjà presque dépassé l'heure. Mais Orly, vous aviez quelque chose à dire sur l'école bleue? Pour revenir sur l'idée de démocratie comme valeur et comme modèle, je pense en termes pratiques. Une chose, c'est une valeur, on parlait un peu des mythologies contemporaines, on parlait justement de certaines valeurs comme l'idée de consensus, mais aussi, je pense, de l'autorité aux États-Unis, l'importance de l'autorité. Donc, je me surprends pas beaucoup sur l'idée de pourquoi ça deviendrait un peu une démocratie autoritaire, surtout si on fait une question comparative. Si dans les autres pays, les États-Unis comme exportateurs de la démocratie, on l'a fait souvent en Amérique latine avec des moyens militaires, violents. Donc,
comment est-ce qu'on construit un peu certains types de valeurs, dans quel contexte, de quelle façon, peut-être des choses qu'on a vécues dans des autres pays, on voit maintenant sur comment la relation entre les valeurs et la procédure. Bien, je vous remercie beaucoup tous les quatre. Puis avant de vous laisser filer, j'aimerais, puis là c'est un peu odieux ce que je vais vous demander de faire, mais je plonge. J'aimerais que chacun d'entre vous essaie de nous résumer qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce que vous aviez envie de raconter ce soir. En quelques phrases, je vous dirais 1 minute top chrono, mais je ne torturerai pas avec le chronomètre. Là. Mais si vous aviez à résumer votre pensée, puis que pour chacun d'entre vous, les gens qui sont dans la salle, quand ils pensent à la rencontre puis à ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de ce que vous avez partagé avec eux ce soir? Solange, je vous vois rire. Je soupçonne que vous êtes prête. Écoutez, peut-être la question du spectre, parce que là, on a 2 gros blocs, hein, mais à l'intérieur des blocs, il y a tout un spectre de positions, incluant les groupes religieux, puis vous parlez des groupes religieux qui sont défensifs par rapport aux nuns. Moi, je parlerais du spectre largement blanc, ceux qui sont défensifs. Le white religious aux États-Unis en ce moment, et je pense que c'est un moment pivot dans l'histoire de nos sociétés, c'est un moment pivot où la démographie change. Alors, en dépit du réflexe défensif des Blancs, ça change de toute manière. Hein? Et dans 10 ans et dans 20 ans, je pense que la structure va s'être modifiée, ne serait-ce qu'au plan démographique. Donc, c'est ce spectre nuancé des positions. On ne peut pas parler des conservateurs, hein, des évangéliques, des catholiques. Ce sont des groupes, en ce qui me concerne, c'est la religion, ma spécialité, ce sont des groupes, il y a des spectres de positions. Voilà. Je pense que ça rejoint ce que vous disiez, Pierre, sur l'électeur moyen au milieu de la route. C'est un animal mort, ça n'existe pas. Donc, le message que vous aimeriez qu'on retienne de ce que vous êtes venu nous raconter ce soir. Bon, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne? En fait, on a beaucoup discuté de la démocratie et c'est important de retenir que la démocratie, du point de vue du citoyen, c'est aussi simple que d'accepter de consentir à être gouverné par des gens qu'on n'a pas choisis. OK? Et là, je dis ça, et c'est l'attitude qu'on retrouve dans tout ce mouvement antidémocratique où, en ce moment, aux États-Unis, il y a une partie significative de la population qui est incapable d'accepter d'être gouvernée par des gens qu'ils n'ont pas choisis. Puis là, vous nous dites, « Ah, les Américains, c'est leur problème. » Attention, c'est notre problème à nous aussi. Vous savez, par exemple, combien de fois avez-vous entendu « Ah, ben moi, je n'ai pas voté pour mon député, c'est pas mon député. » Non, mon député, je n'ai pas voté pour lui ou pour elle, je me souviens plus, pour elle, OK? Mais c'est ma députée. C'est celui qui vous représente. Si j'ai un problème, je vais aller la voir, puis je vais lui faire confiance. On est en démocratie. Maintenant, ça, c'est le rôle du citoyen, hein? C'est-à-dire d'accepter cette partie-là du jeu. Puis c'est pas juste les Américains qui ont ce problème-là. On a ce problème-là, nous autres aussi. Et ça peut nous amener dans le même genre de situation que les Américains si on le pousse à un certain niveau. Du point de vue des politiciens, c'est quoi la démocratie? Bien, c'est d'accepter de jouer le jeu, de jouer le jeu en traitant ses opposants comme des opposants et pas comme des ennemis. Et donc, ça impose une certaine réserve, c'est-à-dire que si on doit critiquer un adversaire, on va critiquer ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, mais on ne va pas le traiter d'imbécile. On ne va pas le dire qu'il est stupide. Garder un décorum, c'est interdit. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de civilité, de respect. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire et surtout, dans les parlements. Et surtout, dire la vérité, dire les faits tels qu'ils sont. Et le degré de mensonge qui vient, puis encore une fois, ce n'est pas égal des deux côtés. Oui, il y a des petites contre-vérités une fois de temps en temps d'un côté, mais de l'autre côté, c'est comme le mensonge. Les faits sont élastiques. La production industrielle de mensonges. Là. On est rendu où on ment tellement que l'électeur devient littéralement cynique. Et le grand ennemi de la démocratie pour les citoyens, c'est le cynisme. Et de sortir, regarder ce qui se passe en disant, ils sont tout pareils, donc ça ne change rien. Ah, laissez-les aller. Là, c'est la meilleure façon de se faire
avoir. Donc, la démocratie, et les problèmes qu'on observe aux États-Unis, on les observe maintenant en gros, tout est amplifié. Mais c'est des problèmes qui existent partout, qui existent chez nous aussi. Il ne faut pas se laisser embarquer dans la même dynamique. Il faut apprendre de ce qu'on observe chez nos voisins. Jorge, le mot de... Oui, je pense qu'il faut. Oui, il me semble que c'est important de voir les antécédents de situation d'élection et a posteriori aussi. Je pense qu'on parle déjà d'une société très diverse, dans laquelle tout le monde s'élève, mais à la fois, lorsque la diversité devient avec une rhétorique dans laquelle on revient un peu d'événements rituels, dans lesquels l'idée de la diversité, ça pourrait devenir un élément de la construction de nous et des autres en termes d'adversaires et d'ennemis, ça devient un peu. Il y a des conséquences après. C'est ça qui m'inquiète un peu dans ce sens. Ouais. Et comment la migration, ce n'est pas juste une question des migrants, sinon la centralité d'un discours qui implique justement l'accessibilité aux ressources pour des populations, par exemple LGBT, et plusieurs autres, disons. Il y a une diversité des autres qui est centrale à cette société-là et comment les conséquences, au-delà du résultat du vote, parce que c'est 66% des votes qui ont des gens qui votent, mais les conséquences sont pour tout le monde, même à l'extérieur des États-Unis aussi. L'importance de longue haleine, en longue temporalité un peu de cet événement critique. Et Manon, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce que vous nous avez raconté ici ce soir? Moi, ce que je voyais d'important, c'est de comprendre qu'on est devant un système électoral fort différent du nôtre. Un système électoral où, donc, l'argent a énormément d'importance parce que ces élections permanentes tout le temps, mais aussi un système électoral. J'ai aimé que Solange parle des États pivots. Un système électoral où l'élection n'est pas directe. Ça passe par les grands électeurs, par le collège électoral. Et tous les États dans ce collège électoral n'ont pas le même poids, le même nombre de grands électeurs, ce qui désigne certains États comme étant des États pivots. Mais dans tous ces États pivots-là, il faut comprendre que les groupes d'influence sont importants, soit par leur poids, soit par l'argent qu'ils dépensent, et que ce sont eux, d'une certaine façon, qui pas décident du résultat, mais orientent le résultat qu'on obtient au bout du compte. Bien, je vous remercie infiniment tous les quatre d'avoir pris le temps de venir nous parler, partager avec nous vos regards croisés sur cette élection. Je soupçonne qu'on aurait pu en parler encore bien longtemps, que vous allez surveiller ce qui se passe au cours des 3 prochaines semaines et peut-être même par la suite, on ne sait jamais. Merci à tout le monde d'avoir été ici ce soir. Puis, il y a d'autres événements qui s'en viennent, surveiller les annonces pour les carrefours au mois de novembre. Je pense qu'on est en train de concocter quelque chose sur le sommeil, mais en tout cas, c'est un rendez-vous pour une prochaine. Puis, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir pris la peine de venir ici ce soir. Merci.